L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil dominical, bienvenue sur l'invité. Fidèle ami internaute à ce programme télé sur ESAE TV, je reçois pour vous ce dimanche Epiphane Kenom. Il est enseignant-chercheur, agro-sociologue, formateur méthodologue. Il a été plusieurs fois député, plusieurs fois président de commission technique à l'Assemblée nationale du Bénin, parlementaire au niveau international. Il a été rapporteur général à l'Assemblée générale de l'Union interparlementaire. Il a été rapporteur spécial à l'Assemblée des Nations unies sur le rôle des partis politiques dans un système démocratique. Il a été également superviseur général de la liste électorale permanente informatisée l'EPI. Il fut coordonnateur général du comité d'orientation de supervision de la liste électorale permanente informatisée COS-LEPI. Plusieurs fois membre de la Sénat, il a été ancien préfet des départements de l'Atlantique et du littoral. Avec lui, chers amis internautes, ce dimanche, il nous donnera son opinion sur les implications politiques des mesures prises par le gouvernement au profit des sojaculteurs. Il opinera également sur la loi d'amnistie en étude prochaine au Parlement. Il commentera l'appel de l'ancien président Thomas Boniaï, président du Parti politique Les Démocrates, à la communauté internationale sur les enjeux politiques de 2026. Il aura à nous donner son opinion sur la réforme de la décentralisation et celle du système partisan. Bonjour à vous, Epiphane Kenom. Bonjour Abdelkader Chirou. Merci d'avoir accepté l'invitation malgré l'agenda. Merci beaucoup et puis je profite pour faire un coucou aux internautes. Aux internautes. Alors, jeudi dernier, le gouvernement du président Patrice Talon a pris des mesures au profit des sojaculteurs. D'emblée, des acteurs politiques estiment que ces mesures-là, de part et d'autre, qui sont d'ailleurs la bienvenue, auront des retombées politiques. Vous, en tant qu'acteur politique, au regard du parcours que je viens de présenter à nos amis internautes, tout de suite, qu'est-ce que vous y voyez comme retombées? Merci Achirou. Je pense d'abord que ces mesures ou cette décision qu'a pris le gouvernement est à son actif. D'abord, ça permet à ce que la situation économique au plan national connaisse un dégel. Ça apaise également les tensions feutrées qu'on lit déjà au sein de la population paysanne. Frustré du fait que le gouvernement ait décidé en temps de ne pas laisser sortir les denrées alimentaires et surtout les denrées qui rapporteraient des devises à l'économie nationale. Eh bien, cela a été très mal perçu et très mal vécu donc, par les populations paysannes. Je le dis parce que d'ailleurs, j'ai fait une tournée dans le Nord et j'ai recueilli beaucoup d'avis qui ne sont pas en faveur du gouvernement. Bon. Et le fait que les producteurs ou les sojaculteurs, comme vous le dites, ont produit mais n'arrivent pas à faire couler leurs produits du fait même que l'État ait fixé un prix que ces agriculteurs n'arrivent pas à supporter, à digérer, et qu'il leur est interdit de faire sortir les produits du territoire national avec toutes les mesures prises par le gouvernement. Je pense que
on s'acheminait petit à petit vers ce qu'on appelle, n'est-ce pas, la greffe des producteurs. On l'avait vécu dans les années où, au point que on appelait le maïs la nivaquine, et parce que les agriculteurs avaient totalement fait un blackout sur, n'est-ce pas, le maïs, et c'était devenu très rare. Alors, donc, je pense que le gouvernement, en prenant cette mesure, a désamorcé une bombe. A désamorcé une bombe. Laquelle? Oui, la bombe, l'explosion, n'est-ce pas, des paysans qui en avaient ras-le-bol. Et parce qu'avec la crise actuelle, pas une crise nationale, avec la crise, eh bien, au plan mondial, liée à la guerre entre la Russie, l'Ukraine, d'autres guerres en Europe, auxquelles est venue s'ajouter la guerre entre, n'est-ce pas, l'Israël et le Hamas, les tensions entre les deux grandes puissances mondiales aujourd'hui, les États-Unis et la Chine. Alors, donc ce clivage du monde économique mondial créait beaucoup de situations pénibles aux petits États comme le nôtre, auxquels s'ajoutent, n'est-ce pas, des conjonctures liées à la politique, n'est-ce pas, gouvernementale. Donc, le gouvernement, ayant pris la mesure de cette situation conjoncturelle et désarmé cette bombe, je pense que naturellement, il devrait en récolter les fruits, et parce qu'il y aura la joie dans beaucoup de cœurs, dans la paysannerie, et naturellement, ça peut donner des retombées. Est-ce que vous estimez qu'il puisse avoir quand même des impacts sur le plan politique au niveau de l'humeur des populations du septentrion? Est-ce que, je me dirais, est-ce que le soja seul, est-ce qu'une mesure de dégel, une mesure de libéralisation de la commercialisation et de l'exportation, n'est-ce pas, du soja suffit seul pour pouvoir, n'est-ce pas, donner un résultat? Mais ce qui est sûr, quelles que soient les mesures sociales prises par un gouvernement, ça a toujours des retombées sociales. Ça a toujours des retombées sociales. Alors, lorsqu'on quitte de là et que nous abordons l'actualité politique, on a appris que à travers le porte-parole du président de l'Assemblée nationale qu'il est inscrit, lors de la session actuelle, la loi portant amnistie, celle qui permettra, si elle était votée, la libération de Réki Amadougou, de Joël Frédéric Aïvo et bien d'autres, et également le retour des compatriotes qui se retrouvent aujourd'hui hors du pays, en exil. Vous, en tant qu'acteur politique, au regard des enjeux, est-ce que vous estimez que ce projet aboutira véritablement? Merci, monsieur le journaliste. Je crois d'abord savoir que la prise ou l'élaboration d'une loi d'amnistie donne déjà un regain d'espoir à ceux qui sont frappés par différentes sanctions, à leurs familles proches, aux citoyens en général qui vivent la hantise, n'est-ce pas, de cette situation politique. Mais il reste qu'une loi est toujours votée par une majorité. Et lorsqu'il s'agit d'une loi spéciale, nous savons également qu'il y a une majorité qualifiée qui devrait la voter. Donc ceux qui ont introduit cette loi d'amnistie avaient absolument un travail à faire. Parce que ce n'est pas gagné d'emblée. Ce n'est pas d'emblée gagné. Vous parlez de travail à faire, vous faites allusion à quoi? Oui, il y a la diplomatie parlementaire. Il y a la diplomatie parlementaire, il y a les négociations entre groupes parlementaires, il y a les négociations entre Parlement et l'exécutif au regard de la description ou de la lecture que chaque politique fait de la situation sociopolitique actuelle. Si d'aucuns pensent que c'est bon, il n'y a pas de problème, eh bien, ils ne s'inscriront pas dans la démarche d'une négociation. Mais si d'autres pensent que ça, c'est nécessaire pour un dégel politique, pour changer la situation politique, je pense qu'à ce moment-là, ils vont s'inscrire donc dans cette dynamique de négociation avec le gouvernement
Parce que nous parlons du Parlement et vous voyez que je suis allé vers le gouvernement. Parce que dans un système démocratique ou dans un régime démocratique, eh bien, l'Assemblée est animée par des députés, mais ces députés sont constitués en groupe parlementaire. Et comme le gouvernement tient toujours et très souvent une majorité, n'est-ce pas, des députés, cela veut dire que ces députés sont les députés de la majorité et font la promotion de la position du gouvernement au sein du Parlement. Et c'est normal. C'est normal selon vous? C'est normal. Il n'y a pas de vassal là? Mais non, c'est normal. Donc, il y a une opposition au gouvernement. Il n'y a pas une opposition au Parlement. Les députés que l'on qualifie de députés de l'opposition, ils sont opposés au système politique ou à la gouvernance du gouvernement, de l'exécutif. Et ceux de la mouvance présidentielle promeuvent les actions du gouvernement. Voilà. Donc ça veut dire que le Parlement est là pour nous donner, n'est-ce pas, le visage bicéphaliste, n'est-ce pas, de la nation, où il y a une mouvance et il y a une opposition. Alors, lorsque vous voyez la configuration actuelle du Parlement béninois, lorsque vous voyez un peu l'activisme politique qu'est celui des députés du parti politique Les Démocrates, est-ce que, selon vous, il y a des lueurs d'espoir sur le vote de cette loi spéciale? Je dirais que je n'apprécie pas le vote de cette loi d'amnistie par rapport à l'activisme, n'est-ce pas, des députés du parti Les Démocrates. Je voudrais, moi, quant à moi, m'inscrire dans la situation sociopolitique actuelle, où, en plus de la tension qui existe, une tension que d'aucuns tiennent pour responsable le président Patrice Talon. Parce que dans la pratique de la rigueur, et vous savez que les humains sont réfractaires, nous humains, nous sommes réfractaires à tout régime qui veut mettre de l'ordre. Et surtout encore nous, Africains, nous n'avons pas du tout l'ordre. Donc le président Patrice Talon est un ancien acteur ou observateur de la vie politique, a certainement retenu que ce qui manque à notre pays, c'est la rigueur. C'est la rigueur politique. Il faut mettre, n'est-ce pas, le fin au désordre. Alors donc, et les Béninois l'avaient souhaité. Les Béninois l'avaient souhaité avant les élections de 2016. Même les femmes de Dantokpa, tous voulaient le changement par rapport à la politique de Yahya Boni. Tout le monde. Alors je me rappelle qu'à l'avènement du président Patrice Talon, les femmes de Dantokpa sont presque toutes allées se procurer, n'est-ce pas, des chaussures qu'on appelle hauts talons. Et elles montaient sur les émigrants. Et quand ils nous voyaient, nous politiques, là, ils nous montraient leurs chaussures pour dire c'est talons. Donc ça veut dire tout le monde l'avait désiré. Tout le monde l'avait souhaité. Ce n'est pas souhaiter talon, mais souhaiter un changement opposable au système politique, n'est-ce pas, qu'incarnait Yahya Boni. Mais pourquoi à l'expérimentation de ce système politique encore, il y a des cris de détresse, des cris qui relatent un peu des insatisfactions? Oui, c'est pour ça, cher journaliste Achirou, je disais tantôt que si les Béninois qui ont souhaité ça, ces mêmes Béninois décrits, c'est parce que les hommes, les humains sont réfractaires au changement, à l'ordre. Nous sommes réfractaires à l'ordre. Mais on l'a voulu. Maintenant, je vais prendre une allégorie tout simplement pour vous répondre. Oui. Si on disait à la jeune fille que quand on va accoucher, c'est des cris, des larmes, des pleurs, je ne pense pas que les filles accepteront facilement de concevoir, de tomber enceinte. Elle va dire, ah ben dis donc, si je tombe enceinte, mais il paraît que à la salle d'accouchement, c'est des cris, c'est des pleurs, c'est si. Donc, les Béninois voulaient un changement, mais ça ne savait pas le contenu. C'est lorsqu'on a commencé par ouvrir page par page les contenus, les difficultés, etc., que, eh bien, c'est devenu insupportable. Mais
On va s'habituer, nous sommes en train de nous habituer. On est en train de s'y habituer. Alors, lorsqu'on parle de cette loi spéciale, vous, en tant qu'acteur politique, avec votre parcours quand même depuis des décennies, est-ce que pour vous, l'initiative est fondée? Eh bien, vous savez, pour la paix, pour créer les conditions de paix, pour créer les conditions d'unité nationale, pour créer même cette adhésion de la population à la politique du président Talon, je pense qu'il est nécessaire parfois de laisser tomber certaines situations au profit de la création de la paix, de l'unité nationale et consort. Donc, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Alors, ce que je voudrais dire, cette loi spéciale, elle n'est pas votée automatiquement. Mais nous devons nous dire, c'est pourquoi je parlais tout à l'heure de la diplomatie parlementaire qui doit jouer par les négociations avec les groupes parlementaires, avec chacun des députés, et même jusqu'à aller au niveau de l'exécutif, négocier avec le chef de l'exécutif. Vous estimez que les démocrates doivent négocier? Ils doivent négocier. Parce que s'il s'agit d'un vote. Et vous savez, lorsque, par exemple, je vais vous dire, lorsque cette loi irait en commission, parce que les travaux se font d'abord en commission avant d'être présentés en plénière. En commission, je peux vous dire, tout le monde peut être d'accord. Et c'est comme ça que ça se passe. Parce que chacun laisse, n'est-ce pas, et sortir son opinion personnelle. Son opinion personnelle, il laisse sortir, il laisse révéler son côté social, son côté humain, etc., et son côté patriotique, et tout ça. Et tout le monde est d'accord, parce qu'à la commission, c'est voté, bon, c'est bon. Mais lorsqu'on revient dans l'hémicycle, qui est la grande salle du peuple, eh bien, le jeu devient politique. L'enjeu devient politique entre les députés qui soutiennent le pouvoir exécutif et ceux qui sont contre ou qui sont opposés au pouvoir exécutif. Donc, lorsque vous quittez la commission technique, vous entrez dans vos groupes politiques. Et c'est le groupe politique qui forme maintenant la position politique du député. Voilà ce que nous allons faire. Et lorsque tu dis, ah, mais vraiment, moi j'ai déjà donné ma parole à la commission, comment je vais voter. Mais le chef du groupe politique peut te dire, bon, vous donnez une procuration et vous n'assistez pas à la plénière. C'est clair net. C'est limpide comme l'eau de roche. Vous êtes tenu par la position du groupe politique. C'est pour cela qu'il faut négocier. Négocier avec les groupes parlementaires, avec chacun des députés, pour que le travail soit fait au niveau des groupes parlementaires après que la commission technique ait décidé. Mais comme vous dites que la mouvance généralement fait la promotion des intentions de pouvoir en place, donc mieux vaut aller directement échanger avec le chef de l'exécutif. Mais non! Parfois, il est dit qu'il vaut mieux négocier avec les anges qui arrivent directement vers le bon Dieu. Donc, les anges vont plaider votre cause. Parce que le chef de l'État, souverain qu'il est, il va quand même faire appel à son entourage immédiat, au président du Parlement, à des ministres techniques pour leur demander qu'est-ce que je fais. Parce qu'il a aussi ce qu'on appelle son groupe politique. Le président de la République a son groupe politique. Il a son staff politique à qui il va demander des conseils. Qu'est-ce qu'on fait au regard de la situation nationale, au regard de tous ceux-là qui interviennent dans ce dossier. On sait que les États-Unis sont intervenus. On sait que les Nations Unies sont intervenues. On sait que la communauté africaine, la CEDEAO, tout ce qui est... Il y a toutes ces interventions, mais néanmoins, la position du chef de l'État s'est cristallisée parce que lui seul sait comment les choses se sont jouées. Puisqu'il y a les renseignements généraux et les renseignements spéciaux du chef de l'État. Nous, citoyens, nous sommes en dehors, nous pouvons, comme tout Béninois, aussi sentimentalistes que nous sommes, dire non, c'est sévère, oui, c'est ceci. Mais, comme le dit, le grain de maïs n'a pas raison devant la poule. Aujourd'hui, le chef de l'État, et lui, il est le chef de l'exécutif,
il est le chef de l'armée, vous voyez, il est également le magistrat suprême. Il est le chef de la magistrature. Eh bien, cela veut dire que, détenteur de tous ces pouvoirs, il faut quand même chercher à aller l'amadouer. Il faut quand même chercher, d'aucuns diraient, à aller lui demander pardon, la grâce, la grâce, la grâce. Donc, et je pense que ça finira par passer. Donc vous estimez que les démocrates doivent opter pour cette voie-là, cette option? Les démocrates doivent opter pour un profil bas. Ils doivent opter absolument pour un profil bas, parce que nous l'avons vécu, monsieur le journaliste Achirou, lorsque il y avait une situation au temps du président Yahi Boni, où je dirais, le gouvernement, l'exécutif du président Yahi Boni avait décidé qu'on aille capturer le député Somassé de Kové, qui a été capturé avec hélicoptère à Kové, sur le territoire de Kové. Eh bien, vous savez, vous rappelez au point que dans la rise qu'il y a eu, on lui a coupé le doigt avant de le transporter dans l'hélicoptère pour venir à Cotonou. Il a été mis en prison. Les procès qui ont suivi n'ont pas permis de libérer Valentin Somassé, le député Valentin Somassé. Nous avons dû avoir recours à une loi d'amnistie à l'Assemblée nationale. Alors donc, je peux dire que j'étais un des acteurs de la diplomatie parlementaire, de la négociation. Nous avions fait des rencontres avec le président, si je ne me trompe, est-ce que nous avons fait des négociations avec le président Yahi Boni bien Kérékou. Nous avons fait des négociations, je pense que c'était le président Kérékou II. Kérékou II. On a fait des négociations avec le président Kérékou. Je me rappelle de la délégation qui a rencontré d'abord le ministre de l'Intérieur, ensuite le président Kérékou. Je voyais de loin déjà sa position qui me taxait de parler comme Soglo, etc. Tout ça. Bon, et le président Soglo a demandé des rencontres qu'il n'a pas obtenues. Mais nous nous sommes dit, finalement, nous avons trouvé des couloirs pour aboutir à l'acceptation de cette loi d'amnistie. Donc, vous estimez que tant qu'il y a la volonté, on peut atteindre son option de politique? Absolument. Je pense que les Béninois souhaitent beaucoup le vote de cette loi d'amnistie. Les Béninois le souhaitent? Le souhaitent. Alors, avec Boni Yahi à la tête des démocrates, est-ce que les enjeux changent avec Boni Yahi? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je l'ai dit 3 fois. Le président Boni Yahi a l'expérience du pouvoir exécutif pour l'avoir exercé pendant 10 bonnes années. Et il en connaît le contenu. Il en connaît les contraintes. Eh bien, il connaît également les dispositions de la loi sur les partis politiques, autrement dit la charte des partis politiques, telle qu'aménagée aujourd'hui. Le président Yahi Boni connaît donc, n'est-ce pas, les trames de cette loi-là. C'est sur la base de cette loi qu'il a pu accéder à la tête, n'est-ce pas, de son parti politique ou du parti politique, les démocrates. Il n'y a pas de souci. Chez Achirou, si vous étiez membre, n'est-ce pas, du parti Les Démocrates et que les militants décident que c'est vous qui alliez porter le manteau, on vous le fera porter facilement. Mais lorsqu'on est au courant de la guerre qui existe entre Patrice Talon et Boni Yahi, est-ce qu'il n'y a pas de crainte lorsque aujourd'hui l'un est dans sa posture purement politique d'opposant à Patrice Talon? Non, moi je pense que on ne doit pas toujours continuer de regarder dans le rétroviseur, on ne doit pas toujours continuer de mettre sur la table des événements passés. Vous le dites si bien, mais n'oublions pas aussi que le président Yahi Boni a rendu plusieurs fois visite au président Talon. Donc en politique, il y a des moments, il y a des temps, mais il y a également
des périodes, n'est-ce pas, d'entente, de dégel, etc. Donc moi, je pense que je n'ai même pas mémoire que quelque chose comme ça s'est passé. Je n'ai même pas mémoire. Parce que j'en ai vu trop. J'en ai vu trop. Et pourtant, la vie continue. Vous voyez maintenant. Et est-ce que nous, dans notre position, moi, dans ma position, d'autres dans leur position, nous pouvons dire tout ce qui s'est passé de mauvais sous le régime de Yahi Boni. Mais la nation a des secrets. Nous ne pouvons pas le dire. Vous voyez maintenant. Donc cela veut dire que les citoyens ne parlent que de ce qu'ils ont vu. Il y en a pire. Nous sommes d'accord? Donc, ce que nous allons souhaiter, c'est que chaque fois que ces situations arrivent, qu'il y ait des forces sociales, religion, religieux, etc., politique, philosophique, tout ça, qui puissent, n'est-ce pas, aider toujours l'État à retrouver ses marques de générosité, ses marques d'unité, pour pouvoir continuer à conduire dans des meilleurs sentiers la nation béninoise. Donc, je ne pense pas. L'événement ou l'avènement du président Boni Yahi à la tête du parti Les Démocrates, je pense que c'est une mesure ou bien c'est des moyens que les démocrates se sont donnés pour renforcer l'unité à l'intérieur de leur parti politique. Parce que d'aucuns pensent qu'il y a un clivage qui a commencé par poindre et il fallait rapidement soigner ça. Donc, celui qui peut incarner l'unité des militants de les démocrates, eh bien, c'est leur président d'honneur et qui a une carrure politique nationale, internationale, et qui connaît la diplomatie internationale, qui connaît les rouages du système politique et qui peut véritablement aider, n'est-ce pas, les démocrates à se frayer le chemin. Et c'est pour cela que, en connaisseur, Yahi Boni, et se fondant sur les critiques qui étaient faites par rapport au déroulement des élections précédentes, s'est précipité, si je puisse me dire, ou bien s'est donné les moyens, eh bien, d'inviter la communauté internationale à s'impliquer dans les élections à venir. Et donc, c'est déjà une mesure préventive qui amène à penser que le chef de l'État, Yahi Boni, pense également à la paix. Alors, par rapport à cet appel à la communauté internationale, puisque vous avez évoqué, on en vient, par rapport aux inquiétudes qui ont été exposées dans ce poste de l'ancien président Boni Yahi, président des démocrates, est-ce que pour vous, les inquiétudes de part et d'autre sont légitimes? Vous savez, l'opposition, en tant qu'entité politique, est toujours sur le qui-vive. Vous savez, moi qui ai animé longtemps l'opposition, nous sommes toujours sur le qui-vive. Et puis, comme on le dit, nous lançons parfois des guerres, des guerres. Nous lançons parfois pour récolter les fruits très tôt. Donc ça veut dire que il n'y a pas une intention de fraude, il n'y a pas une intention d'exclusion, mais l'opposition veut chaque fois prêter l'intention pour pouvoir faire bouger un peu plus les lignes. Donc, c'est naturellement, toute opposition est inquiète lorsque une élection pointe à l'horizon. Toute opposition. Prenez même en Europe, en Occident, les États-Unis. Vous voyez ce qui se passe déjà. Vous voyez? Alors donc, l'opposition est toujours, n'est-ce pas, sur le qui-vive. Donc, c'est tout à fait normal que le président de les démocrates puisse, n'est-ce pas, dire, eh bien, avec leur lecture, je dis bien avec leur lecture actuelle de la situation ou de la position politique des populations, c'est eux qui font cette lecture. Et la mouvance, elle est tranquille. Mais c'est eux qui font cette lecture. Et je veux dire, les dernières élections, c'est ça qui leur donne, n'est-ce pas,
cette intention. Les dernières élections... Pourquoi? Les législatives de 2023? Non, les législatives de 2023. Pourquoi? Bien sûr, puisque vous savez que nous sommes partis d'une assemblée sans opposition à une assemblée où subitement l'opposition a gagné beaucoup de grains, si je puisse m'exprimer comme ça. Alors, ça donne la joie, ça donne à vivre, ça donne à revivre, et ça donne à penser que bon, tout est favorable. C'est normal si je dis, et c'est comme ça que l'opposition fonctionne. Alors l'opposition se dit, il faut que nous prenions. La dernière fois, nous avons été volés sans qu'ils aient apporté les preuves. Sans qu'ils aient apporté les preuves, ils estiment que non, nous avons gagné à Tchoumi-Tchoumi, nous avons gagné à Angaradebou, nous avons gagné à... Donc, et pour cela, ils se disent, ah oh là là, il faut qu'on appelle déjà la communauté internationale. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. C'est ça même le carburant de la démocratie. Mais est-ce que selon vous, le système électoral actuel ne pose pas de craintes? Eh bien, venons-en. Venons-en. Et le système électoral actuel, ce qui s'est passé avant, explique ces craintes-là. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Si vous pouvez Qu'est-ce qui s'est passé rafraîchir la mémoire de nos amis internautes. Nous avons le pouvoir politique ou le pouvoir exécutif a décidé de réformer le système partisan. Parce que nous politiques, même déjà au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons estimé que nous avions trop émietté l'échiquier national par une foison de partis politiques. Le pays était très divisé, donc il nous fallait trouver un moyen pour regrouper les partis politiques. Et je me rappelle de cette boutade du président Yahi Boni qui disait que chaque député du G13 était aussi un parti politique. Chaque député... Pourquoi il le disait? Parce que chaque député du G13 négociait pour son compte. Veut négocier pour son compte. Veut négocier pour sa communauté. Veut négocier pour son arrondissement. Veut obtenir des marchés. C'est ça qui a mené des marchés publics, bien sûr. C'est ça qui a mené le président Yahi Boni à dire, mais chaque député de G13 était en lui seul déjà un parti politique. Donc, les négociations étaient très difficiles avec le gouvernement. Donc, du coup, il fallait réformer. Mais comme je le disais tantôt, les humains sont réfractaires à toute réforme, à tout changement. Oui. Nous avons vu que cette partie de la communauté, de ce que je peux appeler cette partie de la composante politique de notre pays, s'est mis dans une position d'une fin de non-recevoir. Ça veut dire, n'était pas d'accord pour que ces réformes se fassent. Alors que vous n'étiez pas majorité à l'Assemblée. Il n'était pas majorité à l'Assemblée. Parce que, après le départ du pouvoir du président Yahi Boni, il y a eu une mutation profonde à l'Assemblée. La majorité, n'est-ce pas, des députés du président Yahi Boni ont fait une mutation vers le président Patrice Talon. Et c'est ce qu'on appelle les surnageurs politiques. Ceux qui sont dans l'eau profonde, lorsqu'un gouvernement s'en va, eh bien, ils jouent au plus malin, ils reviennent rapidement à la surface de l'eau, ils jouent au bon nageur pour aller attendre, n'est-ce pas, à l'autre rive, le nouveau gouvernement qui arrive pour se présenter en bon guide politique. Alors donc, on a vu ce surnagement politique à l'Assemblée nationale où tous ces députés se sont versés rapidement dans le camp de Patrice Talon qui, du coup, tient donc une majorité. Lorsque donc le camp d'opposition sait qu'ils n'ont pas la majorité, ils devaient tout simplement se plier à la réforme. Mais ils ont résisté, croyant, comptant beaucoup plus sur... Fait fléchir. Non, fait fléchir, n'est-ce pas, le pouvoir exécutif par
l'adhésion de la population à leur cause. Malheur à eux, la population n'a pas suivi. Parce que les populations sont toujours de tout gouvernement nouvellement venu. Vous voyez, ils l'ont désiré et il est là. Et donc, ils sont ses accompagnateurs. Voilà ce qui s'est passé. À partir donc de ce moment, oui. À partir de ce moment-là, mais lorsque vous n'êtes pas, si vous n'êtes pas dedans, vous n'êtes pas dedans. La loi ayant été votée. Mais est-ce que l'absence des démocrates au niveau, par exemple, de la Sénat peut poser des inquiétudes par rapport à la crédibilité du scrutin? Ben, écoute. Quand bien même, oui. Par le passé, lorsqu'on désignait les membres, l'ex-chef de file de l'opposition, Paul Ronquet, avait eu à mandater un des siens. Moi, ce que je veux dire, moi-même, en faisant mes analyses personnellement, j'ai perçu ça. À qui la faute alors? La faute est aux démocrates eux-mêmes? La faute est à l'Assemblée. La faute a été, je ne dirais pas les démocrates, à tous ceux qui animaient l'opposition et qui ont refusé de se plier à la réforme. S'ils étaient là, ils allaient désigner aussi des membres au sein du Conseil électoral. Mais comme ils n'étaient pas là, eh bien, ça s'impose à eux. Maintenant, ce n'est que pas la négociation. Ce n'est que pas la négociation. Donc, vous estimez qu'il peut y avoir des voies dérogatoires? Mais les voies dérogatoires, il faut y aller voir. Vous savez que le pouvoir exécutif et l'Assemblée, c'est comme un match. C'est comme un match de football. C'est comme un match de football. C'est-à-dire, expliquez-vous. Alors, et je pense que un match qui va se jouer, et qui veut se jouer entre la France et l'Argentine, où, eh bien, et la France dit, ben, écoutez, tout au moment où de faire les choix, de faire les propositions de l'équipe arbitrale, la France n'a pas fait ça, n'a pas fait sa proposition à temps, c'est tombé dans le vide, et l'Argentine a fait la proposition de l'équipe arbitrale, on choisit. On choisit. On choisit. Alors, et puis à la fin, on dit, bon, non, maintenant que nous sommes revenus là, il faut que nous ayons un arbitre quand même qui soit de notre côté. Je crois qu'il faut beaucoup plus situer le Conseil électoral sur sa responsabilité à conserver la paix au pays. À conserver la paix au pays. Alors, Epiphane Colombe, nous tendons pour vers la fin de cet entretien. Il reste encore quelques petites minutes. On sera obligé de survoler un peu les sujets, le temps qu'on peut se revoir incessamment pour un autre entretien. Alors, tout à l'heure, vous étiez en train de parler de la réforme du système partisan. Vous, en tant qu'acteur politique, au passé, on a connu votre activisme au sein de la Renaissance du Bénin. Est-ce qu'aujourd'hui, le diagnostic que vous avez fait qui était partagé, est-ce que la thérapie appliquée est partagée toujours? Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas des remords avec la RB qui est derrière vous? Non, ce que je peux dire, vous savez, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Toute œuvre humaine a des côtés positifs et a des côtés négatifs. Et c'est lorsque on est à l'œuvre, c'est à l'œuvre qu'on connaît l'artisan. Vous voyez maintenant. Donc, les réformes du système partisan, une très bonne chose. On est venu à une réduction responsable des partis politiques qui animent la vie politique nationale. Donc, ça, quel est le premier avantage? L'unité nationale a été renforcée. Parce que les clivages politiques, eh bien, sont des facteurs de désunion. Ensuite, le second avantage, eh bien, cette unité, cette restriction du système partisan a également permis à l'exécutif d'avoir une large manœuvre, de disposer d'une large manœuvre pour conduire le pays dans le sens du développement.
je ne suis pas là pour citer tous les avantages. Oui, maintenant, mais c'est les gros avantages que nous avons eus. Et les inconvénients? Et les inconvénients, c'est que lorsqu'on fait une restriction de tout système, il y en a qui perdent absolument leur place. Il y en a qui perdent leur place. Voyez. Alors, et c'est là où on peut commencer par entendre des rues et des dias. Vous dites, mais non, et comment ça s'est passé, etc. Parce que certains surnageurs peuvent aller prendre, n'est-ce pas, la place, n'est-ce pas, des gens utiles. Hein? Ces surnageurs peuvent aller prendre la place des gens utiles. Alors donc, et c'est tout à fait normal. Hein? Alors donc, je crois que dans ce que vous dites, Mais selon vous, en tant qu'acteur politique, qu'est-ce qui doit être fait aujourd'hui pour lui donner plus de performance et de dynamisme, cette réforme? Je pense que tous les espoirs sont sur 2026. Et 2026, quels sont les enjeux politiques? Voilà. 2026, et je souhaiterais que les élections permettent à ce que on arrive à un équilibre. On arrive à un équilibre des groupes politiques représentés à l'Assemblée nationale. Toujours est-il que il faut qu'il y ait toujours une majorité pour le gouvernement en place, pour le gouvernement le gouvernement en place, pour faciliter les débats parlementaires, les votes au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, et pour quel est cet avantage? Quelle est l'induction de cet avantage? C'est qu'on pourra rééquilibrer le conseil électoral. Ça veut dire que l'opposition aura des représentants dans les différentes institutions et aussi au niveau du conseil électoral, et ce qui apaiserait les cœurs et les inquiétudes. Les inquiétudes de part et d'autre. De part et d'autre. Alors, par rapport à l'élection présidentielle, c'est ça la grosse attraction, c'est ça où tout le monde court vers, beaucoup plus. La présidentielle, pour vous, est-ce qu'elle va se passer comme d'habitude ou il y a une particularité cette fois-ci? Eh bien, je pense, si on doit mettre en œuvre, si nous devons mettre en œuvre les réformes politiques, et tout candidat aujourd'hui à l'élection présidentielle doit provenir d'un parti politique. Il doit provenir d'un parti politique. Il doit avoir l'onction d'un parti politique. C'est déjà le spécial par rapport à ce qu'on avait connu, où n'importe quel citoyen, dès qu'il remplit les conditions, pouvait être candidat à l'élection. Mais aujourd'hui, on peut avoir des candidats indépendants, pourvu qu'ils aient le parrainage aussi. Oui, mais mais si la discipline est dans les groupes parlementaires, dans les groupes politiques, ce serait difficile qu'un citoyen lambda puisse obtenir, n'est-ce pas, les parrainages. Mais est-ce que vous pensez que cette discipline sera de mise lorsque, comme vous êtes un acteur politique, vous échangez tout le temps avec le personnel politique du pays? Il y en a au sein de la mouvance qui ressassent des frustrations d'un point fini. Il y a de part et d'autre également certains qui raffolent de revenir peut-être dans le système par le passé qui pour eux est le meilleur. Alors, tout ceci juste à poser l'un sur l'autre, est-ce que vous estimez qu'il y aura toujours cette discipline-là, surtout quand on se retrouve en fin de règne? Le parti politique, la première des règles, c'est la discipline, la loyauté aux décisions prises par le bureau politique. Vous savez que je suis un ancien chef de parti. Donc, jusqu'aux élections présidentielles, l'UPR prend une décision, je suis tenu de respecter. Ou alors que je dépose, n'est-ce pas, le tablier avant même que cette décision soit prise. Ou que lorsque cette décision est prise, je dépose mon tablier. Mais je ne peux pas y être et faire quelque chose qui est contraire. C'est ça aussi la culture du militantisme. Et on doit y arriver. On ne peut pas être dans deux positions par rapport à son parti politique. Le parti politique décide et toi tu fais autre chose. Et tu es encore dans le parti. Non, on doit pouvoir être rigoureux jusqu'au bout. Alors s'il doit partir, est-ce qu'on ne va pas assister peut-être à une implosion de ce parti politique? Non, pas du tout. Pas du tout. Et l'homme ne finit jamais.
L'homme ne finit jamais. Tu partiras et d'autres vont venir. Fin Kenom, nous sommes pratiquement à la fin, mais ancien préfet des départements de l'Atlantique littoral, une réforme a été effectuée dans le secteur de la décentralisation. On a constaté qu'il y a eu des bouleversements avec l'avènement des secrétaires exécutifs, mais on a comme l'impression que les conseillers communaux et les secrétaires exécutifs ne font pas bon ménage. On a comme l'impression qu'il y a un sentiment d'inconfort au niveau des municipalités et des mairies avec les secrétaires exécutifs. Vous, quelle est votre analyse, quelle est votre lecture? Oui, votre perception est généralement admise. Mais ce que je voudrais dire, c'est que la gestion calamiteuse, la gestion désordonnée qui avait cours dans les mairies, où les conseillers se croyaient être des administrateurs de leur communauté, posaient les actes répréhensibles, alors qu'il n'est pas possible de les démettre aisément, qui a amené à cette réforme d'avoir une administration totalement différente des fonctions de conseiller et de fonctions de maire. Mais est-ce que cette vision, selon vous, est la bonne solution au diagnostic que vous avez posé? Je crois, au début, j'étais contre. Mais qu'est-ce qui vous amène à soutenir cela aujourd'hui? Aujourd'hui, est-ce votre position sur la mouvance? Parce que si vous voyez... C'est l'ancien préfet des départements. Oui, voilà. Je veux dire, vous savez que les préfets n'avaient pas tellement prise sur les maires. Les préfets n'avaient pas trop prise sur les maires. C'est-à-dire quelques exemples illustratifs? Bien sûr. Vous pouvez convoquer des maires qui ne viennent pas. Vous pouvez dire à des maires, bon, vous avez fait ci, vous avez fait ça. Bon, et le maire trouve qu'il peut passer par votre tête, aller négocier avec, n'est-ce pas, le gouvernement parce qu'il considère qu'il est un homme politique et important dans sa zone et que comme, n'est-ce pas, le chef de l'État ou le gouvernement a besoin de ce soutien pour imposer sa politique, pour avoir son électorat. Et bon, vous recevez l'ordre de laisser tomber alors qu'il est carrément dans des comportements répréhensibles. Alors, donc, vous laissez. Et les maires profitaient pour, n'est-ce pas, ne pas respecter les préfets. Et je ne veux pas donner mon exemple. Vous avez été confronté à cela? Bon, j'ai été confronté, même en tant qu'ancien parlementaire, en tant qu'ancien législateur, j'ai su tenir la main. J'ai su tenir la main par rapport à ça. Alors, parce que moi, j'applique toujours la loi. Hein, j'applique la loi dans la douceur. Je ne fais pas de bruit, mais j'applique la loi dans la douceur. Bon, j'ai réglé à mon niveau. Et aujourd'hui, ce n'est plus les maires. Lorsque un administrateur civil, je globalise le thème, c'est-à-dire l'État a désigné des gestionnaires à la tête des mairies. Lorsqu'il y a faute, on le révoque. Oui, justement, lorsqu'on désigne des secrétaires exécutifs qui deviennent pratiquement les patrons de l'administration, est-ce que ça n'a pas une entorse avec l'essence de la décentralisation qui est la gouvernance de la... Non, il n'y a pas de... La gouvernance locale et si nous prenons la gouvernance nationale, parce que n'a pas empêché... On envoie des secrétaires exécutifs dans des localités dans lesquelles on en voit qui s'en plaignent, qui ne parlent pas la langue du milieu. En plein conseil communal, tout de suite les conseillers commencent par peut-être parler le dialecte du milieu, alors que lui est ce qui est parachuté, qui est tiré au sort, il ne comprend rien du dialecte. Est-ce qu'il n'y a pas une dichotomie? Est-ce que vous n'estimez pas qu'il y a des ajustements qui nécessitent d'être faits? Non, je ne pense pas, parce que je donne mon exemple. Quand nous étions en faculté de sciences agronomiques, en troisième année, au cours de la dernière année, nous allons en stage. Moi, j'avais été projeté dans le Nord, notamment à Kandi. Je ne connais pas le bariba. Je ne sais pas parler le bâtonnement. Mais j'ai pris un interprète, qui est un jeune de la classe de seconde, et qui me suivait, et qui interprétait et tout ce que disaient, n'est-ce pas, les paysans. Mais j'avais la manière, que je reviens souvent sur la question pour voir les différences qu'il y a entre ce qu'il a dit avant et ce qu'il a dit après. Donc,
Non, vous voulez que la SE aussi se prenne Non, pour ses absolument, ils doivent avoir, ils peuvent imposer ça, puisqu'il est, n'est-ce pas, le chef de l'administration aujourd'hui. Tu vois, il est le chef de l'administration, il peut donc mettre en place un système de transmission, un système de transmission, et pour pouvoir directement, il entend ce que dit le conseiller en langue locale, on lui traduit, un système de traduction où il écoute. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, la technologie est bon marché. Il peut l'avoir. Et c'est même mieux d'envoyer quelqu'un qui ne connaît pas la langue pour ne pas qu'il rentre dans des compromissions. C'est ça. Vous savez qu'à l'époque, les préfets n'étaient pas originaires de leur département. Parce que quand tu es originaire d'un département, et encore le préfet, en tant que détenteur du pouvoir du chef de l'État, si tu es dans le département d'origine, tu ne pourras pas frapper parfois. Parce que les familles vont ruer vers toi, ils vont dire non, tu ne peux pas faire ça, etc. Alors que tu es détenteur, n'est-ce pas, du pouvoir du chef de l'État et que tu dois agir. Donc ça, ce n'est qu'un facteur mineur. Mais à vous entendre, la réforme ne souffre d'aucun mal. Non, je ne dis pas que la réforme ne souffre d'aucun mal. Alors, quelles sont les suffisances que vous avez notées? Il y a qu'il faut procéder à l'éducation des conseillers. Parce que les conseillers, ils se croyaient plein pouvoir lorsqu'il n'y avait pas ce système de réforme. Chaque conseiller opérait comme s'il était maire. Il ne respectait pas même l'autorité du maire parce qu'il suffit que le maire ait tapé du poing sur la table, les conseillers vont se regrouper et on destitue le maire. Vous voyez qu'aujourd'hui, il y a moins de destitution du maire. C'est ça ce qu'on voulait. Mais aujourd'hui, on fatigue les SE. Voilà. Mais les SE, en tant que chef de l'administration, ce qu'on a commencé par noter, c'est que comme les avantages qui étaient ceux des conseillers ne sont plus garantis, les marchés publics qu'ils pouvaient se mettre plein la poche, ils ne les ont plus. Même le maire aussi, il ne l'a pas. Donc, ils vont comploter pour trouver des failles au SE pour amener à ce que le SE soit révoqué. Je l'ai dit il y a 2 semaines ou bien moins de 2 semaines, je l'ai dit quelque part. C'est des coups bas qui sont montés. Où il y en a qui habilement viennent proposer des opportunités au SE. Le SE, ne sachant pas, tombe dedans et puis bon, ça remonte, etc. Je pense que cette réforme, on en est à la première année, je crois bien, à la première année de la désignation des SE. 2 ans, 3 ans, ça va rentrer dans l'ordre. Mais ils ont été installés depuis les élections. Mais aujourd'hui, pour conclure cet entretien, Ifan Konom, vous aujourd'hui en tant qu'acteur politique, lorsque vous regardez la gouvernance du président Patrice Talon, vous regardez celle de Boni Yayi, celle de Mathieu Kérékou, qu'est-ce qui vous retient votre attention? Qu'est-ce qui fait que votre soutien à Patrice Talon n'est pas marchandable? Et vous savez, quand j'étais à l'Assemblée nationale, j'ai toujours dénoncé la malgouvernance, la corruption, le népotisme. J'ai toujours dénoncé ça. J'ai toujours dénoncé le sort qui est fait aux enfants de pauvres. J'ai toujours dénoncé le fait que les concours sont marchandés. J'ai toujours dénoncé que l'argent achetait tout. Et même achetait l'homme. Alors, donc quand vous voyez cette position, cela veut dire que j'appelais déjà de mes voeux des changements au plan comportemental humain, au plan de la citoyenneté, au plan de la gouvernance. Alors, donc, je crois, Patrice Talon, en venant faire ce qu'il a, et malgré toute sa bonne volonté, il est venu pour gérer des hommes. Et les hommes sont changeants, changent tellement de position, comme la femme au foyer, qui aujourd'hui peut vous apprécier à Chirou, parce que vous avez amené un joli cadeau, mais qui demain peut vous dire oh non, mais tu es vilain, etc. Le peuple est comme ça, le peuple est à l'image de la femme. Donc il faut chaque fois savoir qu'il faut l'amadouer, il faut caresser le peuple. Même lorsque vous n'avez pas raison,
il faut parfois dire au peuple, c'est toi qui as raison. Et je pense que c'est en cela que je trouve que cette loi d'amnistie, le pouvoir exécutif doit faire véritablement faveur, doit donner, accorder véritablement pardon pour rentrer dans l'harmonie populaire et ce qui lui ferait gagner beaucoup. Mais je ne suis pas le chef de l'exécutif, ce n'est qu'une opinion personnelle. Donc, voilà ce que je peux dire. Alors, vous avez regardé droit dans la caméra, c'est un rituel sur cet entretien pour vous adresser à tous ces sympathisants depuis les débuts de votre parcours politique à ce jour, tous ceux qui ont bien voulu suivre cet entretien parce qu'ils ont vu que c'était vous qui étiez de passage. Oui, chers internautes, je suis ravi de passer sur ce canal-là. Mes positions, mes avis, c'est les avis d'un citoyen, d'un homme politique, etc. C'est la lecture que je fais de la situation socio-économique et politique. Et je pense que j'aurais servi. Et j'attends vos analyses. Merci à vous, Epiphane Keunom, chers amis internautes. De cet entretien, on retiendra que, interrogé sur les mesures qui ont été prises par le gouvernement en faveur des sojaculteurs, l'invité, acteur politique, ancien député, ancien préfet des départements de l'Atlantique et du littoral, a fait savoir que cela donnera un dégel. La situation économique connaîtra un dégel par rapport à cette décision-là lorsqu'elle se rentrera en applicabilité. Pour lui, le gouvernement, à travers cette décision-là, a désamorcé une bombe qui était notamment sur le plan social. Lorsqu'il a été interrogé sur la loi portant amnistie qui sera très prochainement en étude au niveau du Parlement, pour lui, les députés du Parti politique des démocrates doivent jouer à la diplomatie parlementaire et doivent effectuer des négociations entre groupes parlementaires. Les négociations doivent être effectives entre le Parlement et le gouvernement pour un aboutissement heureux. Pour lui, lorsqu'il a été interrogé sur le bien fondé de cette législation, la loi est fondée pour créer les conditions de paix et d'unité nationale, a-t-il précisé. Les démocrates doivent opter pour un profil bas, a-t-il mentionné au cours de son argumentaire. Pour lui, les Béninois souhaitent le vote de cette loi et il a eu à quémander, ou si je peux le dire ainsi, si me le permet de le dire ainsi, la faveur de l'exécutif afin d'accorder pardon. Lorsqu'il a été interrogé sur l'élection de Boniaï à la tête du parti politique Les Démocrates, pour lui, cette élection de Boniaï à la tête du parti politique Les Démocrates est dans le cadre du renforcement de l'unité au sein de cette formation politique. Il a argumenté dans ce sens et a fait savoir, lorsqu'il a été interrogé sur l'appel de l'ancien président Boniaï et président des démocrates à la communauté internationale sur les enjeux des élections générales 2026 et la crédibilité du scrutin. Pour lui, l'opposition est toujours sur le qui-vive. L'homme qui parle a été longtemps opposant dans ce pays et donc il sait de quoi il parle. Pour lui, l'opposition est toujours craintive par rapport à certains points. Il a eu à les développer au cours de son argumentaire. Il nous a partagé avec nous le concept des surnageurs politiques. Pour lui, la réforme du système partisan est une très bonne chose. Elle a renforcé l'unité nationale. Il a fait savoir qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite et donc on doit plutôt penser à améliorer ce qui est fait. Il souhaite qu'en 2026, les élections permettent à ce que l'on arrive à un équilibre. Interrogé sur la réforme du secteur de la décentralisation, pour lui, ce qui est fait est bien. Cela vient quand même assainir la gouvernance locale et lui donner beaucoup plus de performance au développement, ce qui est fait de part et d'autre pour induire ou susciter des démissions des secrétaires exécutifs. Pour lui, ce sont des montages qui sont effectués parce que les conseils et les maires n'ont plus leurs intérêts préservés, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus accès au marché public qu'ils prenaient à tout le bras. Le peuple est à l'image de la femme, nous a fait entendre sur ce plateau Epiphane Keunom. Pour lui, le peuple, il faut tout le temps et constamment l'amadouer. J'espère que j'ai été plus ou moins récapitulatif. Merci Achirou pour votre résumé parfait. Merci. Je rappelle que Epiphane Keunom est enseignant-chercheur, agro-sociologue, formateur méthodologue, plusieurs fois député. Il a été plusieurs fois président de commission technique à l'Assemblée nationale du Bénin, parlementaire au niveau international. Il a été rapporteur général à l'Assemblée générale de l'Union interparlementaire. Il a été rapporteur spécial à l'Assemblée des Nations unies sur le rôle des partis politiques dans un système démocratique. Il fut superviseur général de la liste électorale permanente informatisée. Il a été également coordonnateur général du comité d'orientation et de supervision
président de la liste électorale permanente informatisée COSLEPI, plusieurs fois membre de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Il a été ancien préfet des départements de l'Atlantique et du littoral. J'espère qu'on vous reverra incessamment. Merci beaucoup, Achirou. Je suis prêt à revenir devant les internautes, certainement qui vont laisser des questions. Des commentaires aussi également. Merci à vous, Epiphane Kenom. Merci d'avoir opiné sur ces questions d'actualité de façon sommaire et expéditive. Merci également à vos chers amis internautes, sans qui nous ne sommes rien. C'est grâce à vous que nous continuons quand même de venir ici tous les dimanches pour amener quand même un invité pour opiner sur l'actualité politique. Prenez le rendez-vous du JT à 19h avec Billy Gaël Laibi.